Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Partons à la découverte ce matin de la ville de Locmariaquer, 1552 habitants à l'année, une cité tournée vers le golfe du Morbihan. 4 invités ont accepté de nous partager leur attache avec ce territoire. Éric Gérard, bonjour. Bonjour. Locmariaquer, c'est chez vous depuis 30 ans. Le golfe du Morbihan n'a plus de secret. Pour vous, le passionné de la mer que vous êtes, vous nous expliquerez comment votre association KRM et Membro, c'est ça, se mobilise pour faire vivre ce patrimoine maritime. Jean-Michel Bonvalet, bonjour. Bonjour. Alors, votre passion à vous, c'est l'histoire. On dit de vous que vous êtes un roc au pays des menhirs. Plus de 20 ans que vous transmettez votre amour pour ces pierres millénaires. Vous êtes responsable culturel et éducatif de 4 sites bretons mégalithiques, dont celui de Locmariaquer. C'est ça. Et peut-être qu'un jour, ce territoire mégalithique sera inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'association Paysage de Mégalithes fait tout pour. Émilie Edbeau, bonjour. Vous nous raconterez les coulisses de cette candidature. Enfin, coup de projecteur sur Escale Photo, le festival du Mort-Braz que vous avez confondé, Xavier Dubois, bonjour. Bonjour. Pour ce 10e anniversaire, 3 expositions explorent l'influence de ces mégalithes sur la vie des gens ou l'imaginaire qu'ils suscitent. Bienvenue à tous les 4. Est-ce que ça vous va ? C'est très bien. C'est très bien. Okay. Le pont Pegasus Bridge a été rendu célèbre grâce surtout au film Le jour le plus long. On voit les hommes qui grimpent sur le pont pour enlever les charges. C'était pas tout à fait comme ça. Mais bien sûr, pour le film, il fallait que ce soit un peu plus spectaculaire. La rigueur historique n'est pas la principale préoccupation. Hollywood Normandie, histoire d'un débarquement. Un film de Justin Le Carpentier et Vic de Maillot. Jeudi soir, sur France 3 Paris Île-de-France. France 3 Paris Île-de-France, partenaire du Théâtre du Rond-Point, présente Dystopia. Laissez-vous entraîner par la danse, le théâtre corporel et le cirque d'un duo de danseurs démontrant avec humour les travers dans lesquels nous entraîne la technologie. Dystopia du 11 au 30 octobre avec France 3 Paris Île-de-France. Tout de suite sur France 3, quoi de neuf dans votre région? Le but, c'est que tout le monde se parle, qu'on ait un lieu de partage. Beaucoup de choses, évidemment. Merci. Dans votre région, la suite. Il y a une histoire que l'on ne peut pas oublier. Il y a des films que l'on n'oublie jamais. Il faut sauver le soldat Ryan, ce soir à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Retrouvez votre film avec Mercedes-Benz et la nouvelle classe T. La réalité augmentée. Vous êtes formidable avec Monsieur Meuble, pour des histoires aussi uniques que vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Partons à la découverte ce matin de la ville de Locmariaquer, 1552 habitants à l'année. Une cité tournée vers le golfe du Morbihan. Nos 4 invités ont accepté de nous partager leur attache avec la commune. Éric Gérard, bonjour. Bonjour. Locmariaquer, c'est chez vous depuis plus de 30 ans. Le golfe du Morbihan n'a plus de secret. Pour le passionné de la mer que vous êtes, vous nous expliquerez comment votre association KRM Membro se mobilise pour faire vivre ce patrimoine maritime. Jean-Michel Bonvalet, bonjour. Bonjour. Votre passion à vous, c'est l'histoire. On dit de vous que vous êtes un roc au pays des menhirs. Plus de 20 ans que vous transmettez votre amour pour ces pierres millénaires. Vous êtes responsable culturel et éducatif de 4 sites bretons mégalithiques, dont celui de Locmariaquer. Et peut-être
15 jours, ce territoire mégalithique sera inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'association Paysages de Mégalithes fait tout pour. Émilie Edbeau, bonjour. Vous nous raconterez les coulisses de cette candidature. Et enfin, coup de projecteur sur Escale Photo, le festival du Morbrasse que vous avez cofondé. Xavier Dubois, bonjour. Bonjour. Pour ce 10e anniversaire, 3 expositions explorent l'influence de ces mégalithes sur la vie des gens ou l'imaginaire qu'ils suscitent. Bienvenue à tous les 4, nous sommes ravis de vous accueillir. On va tâcher ensemble de redécouvrir ce territoire de Locmariaquer à travers vos regards. Peut-être pour commencer, si vous deviez présenter à quelqu'un cette commune, si il venait chez vous, Éric Gérard, où est-ce que vous l'emmenez en premier ? Alors, on va dire c'est une presqu'île, donc entourée d'eau, et la particularité c'est quand même la mer, l'ostréiculture. Donc, très certainement et très basiquement à la pointe de Carpenir, qui est l'entrée du golfe. Donc on mélange la petite mer, la grande mer, passage de bateau obligatoire. C'est forcément l'endroit principal et premier auquel on va emmener voilà, il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est l'endroit symbolique. Pour vous, Jean-Michel Bonvalet, le meilleur point de vue ? À votre avis ? Un site mégalithique, par exemple. Le Grand Menhir brisé, quoi. D'accord. C'est la star, on va certainement être amené à en reparler, mais il est incontournable. D'accord. Et il vous fascine toujours autant ? Moi, ah oui, clairement. Ouais. Il y a de quoi. Pourquoi ? Parce qu'il est entouré de mystères et il a des mensurations qui sont hors normes. Il fait poser toute une série de questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, qui, je trouve, intellectuellement, est assez stimulant, ça. Oui, c'est la star incontestée de Locmariaquer, le Grand Menhir brisé. Et quand on est comme ça, à l'embouchure du golfe du Morbihan, ça doit offrir quand même des spectacles assez époustouflants. Xavier Dubois, pour le directeur artistique que vous êtes, j'imagine qu'on... C'est un endroit qui est connu pour être un spot pour les photographes. Il y a des lumières de dingue toute l'année. J'ai un photographe qui m'a dit dernièrement, le meilleur moment pour venir faire des photos, c'est le mois de janvier. Voilà. Bon ? On pourrait se dire que c'est le printemps, l'été, non. Le mois de janvier, il y a des lumières de dingue, etc. Oui, on a tout. On a la lumière, on a le vent, donc la tempête, on a les éléments, on a l'authenticité d'un territoire qui est multimillénaire, avec ce dont on va parler tout à l'heure. Donc oui, c'est un bonheur, en fait, comme territoire. Votre saison préférée à Locmariaquer, Émilie Edbeau, en termes visuels, de paysages ? Plutôt l'hiver. Ouais. Oui, en fait, je suis parfaitement d'accord avec Xavier. Il y a des lumières d'hiver qui sont magnifiques. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est le meilleur moment sur le golfe. Plutôt côté littoral ou plutôt site mégalithique, pour vous ? Ils sont étroitement imbriqués, en fait. Les mégalithes sont très liés au littoral, donc je ne peux pas séparer les deux. Alors, Éric Gérard, vous participez à l'animation de la vie de la commune, avec votre association, je le disais, KRMM Bro. Au cœur de tous vos projets, c'est le maritime, qui est un petit peu la colonne vertébrale. Oui, alors comme je vous le disais, Locmariaquer est entouré d'eau et c'est un petit territoire avec beaucoup d'eau autour, donc forcément on est attiré vers l'eau tout de suite. On n'a pas beaucoup de pas à faire et donc l'association se tourne naturellement vers l'animation portuaire autour du port et donc des bateaux. Voilà. Alors, il y a quelques mois, vous avez imaginé une fête des Vénètes. C'était au beau jour. On va regarder ce reportage et on revient tout de suite après. À l'entrée du golfe du Morbihan, ce territoire a longtemps résisté à l'envahisseur. Locmariaquer, capitale des Vénètes, un peuple de Gaulois que les habitants célèbrent encore aujourd'hui, en inaugurant cette stèle de granit. Magnifique. Elle représente bien l'histoire du pays. C'est une très bonne idée, une très belle réalisation et on est ravis. Je pense qu'il est important de transmettre, de ne pas oublier ce passé-là, qu'on essaye. Le patrimoine, c'est très important. C'est très important, savoir d'où l'on vient. Une sculpture sur laquelle sont gravés les symboles de la puissance d'un peuple de marins et d'agriculteurs. Ici, le cavalier est un hippocampe. Et c'est ça qui est intéressant parce que l'hippocampe, c'est le milieu marin. Et le cavalier, donc milieu terrestre, c'est-à-dire qu'on relie la terre et la mer. Et ça, c'est les Vénètes. Et c'est les Vénètes. Les Vénètes sont l'un des 5 peuples gaulois d'Armorique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Leur territoire s'étend sur l'actuel Morbihan, une zone convoitée par l'Empire romain. Ce qui les a fait connaître, c'est le fait qu'ils se sont
révolter, entre guillemets, contre César. César leur envoie des gens pour réquisitionner du blé, des vivres, etc. Les Vénètes, comme d'autres peuples d'ailleurs armoricains, sont pas très contents, gardent les envoyés romains, et les gardent prisonniers. Des siècles plus tard, ces adeptes de la culture celte reconstituent des scènes de vie d'époque. Juste de la sauce ou un peu de tout avec? Dans les moindres détails. On essaye de s'appuyer un peu sur toutes les données qu'on a de l'archéologie, des rares auteurs qui ont parlé des Vénètes ou des osismes, comme nous autrefois. Et avec tout ça, on essaie de faire peut-être ce à quoi ça ressemblait autrefois. C'est aussi par curiosité, on a envie de savoir comment est-ce qu'ils étaient nos ancêtres, comment est-ce qu'ils vivaient dans ce coin-là. Retracer l'histoire, mais aussi rendre hommage aux plus vieux ancêtres des Bretons. Voilà, c'était le programme de cette première édition. J'imagine que le port était complètement transformé, là. Oui. Alors le port, déjà, on y a amené des bateaux, car le peuple vénète était un peuple de grands navigateurs, puisqu'il commerçait avec la Sicile, donc très loin. Il y avait jusqu'à 200 bateaux. Et à l'intérieur du port et proche du port, on y a installé donc un village gaulois pour rappeler les origines et donc le lien avec la stèle qui est là pour rappeler l'histoire vénète. Et donc cette histoire qui est un petit peu oubliée, parce qu'on parle beaucoup du mégalithisme, c'est très important, les Romains c'est très important, mais il y a 4 siècles de peuple vénète sur le territoire et on oublie d'en parler. Donc c'était l'occasion. Voilà. Et vous avez eu le sentiment que les gens ont été sensibles à cette histoire? Extrêmement sensibles, parce qu'en fait c'est une des premières fois où on met en lumière cette période. Et ils ont été très contents qu'on le fasse. Et le retour de la population est extraordinaire. Et il y a des Locmariaquerois qui ont découvert cette histoire ou pas? Oui. Ou ils le savaient déjà un petit peu? Non, on a vraiment des gens qui l'ont découvert quand même. Oui, tout à fait. Alors, autre fête qui raconte aussi l'histoire de ce territoire, la fête de l'huître, voile et compagnie. C'est un incontournable, Jean-Michel Bonvalet, quand on navigue à Locmariaquer depuis quelques années. La fête de l'huître. La fête de l'huître, l'huître était quasiment devenue obligatoire pour tous les gens qui y travaillent et qui vivent sur le sud Morbihan. Il n'y a pas le choix. Et on y va avec plaisir. Oui, bien sûr, évidemment. C'est aussi ça qui fait rêver les gens qui viennent nous voir. On ne se fait pas d'illusions. Le patrimoine mégalithique, c'est un phare, mais ça participe d'un ensemble d'atouts. Dont Locmariaquer représente effectivement, vous en parliez sur l'ostréiculture, c'est sûr, c'est loin d'être ma spécialité, mais ça fait partie évidemment de tout ce qui séduit les gens qui viennent fort nombreux dans notre région, c'est clair. Et pourquoi Locmariaquer reste une place privilégiée pour ce monde ostréicole, Éric Gérard? Alors, l'ostréiculture a une très longue histoire, puisque les Romains en mangeaient déjà à l'époque, chez nous, certainement les Vénètes. Mais en fait, ça s'est développé parce qu'on a un territoire intéressant avec des marais, un grand brassage de mer qui amène beaucoup de nourriture, des fonds plats, pas très hauts pour pouvoir les travailler. Alors, ça n'a pas les avantages d'un secteur comme, par exemple, Cancale, où on peut aller en tracteur. Donc, le travail se fait plus à pied, avec des plattes, avec des bateaux particuliers. Mais ça reste un gros territoire ostréicole. Et un fort poumon économique aussi pour la commune. Ah oui. Ça a été le principal atout économique pendant de très, très longues années. Allez, cet amour du maritime s'exprime aussi avec les bateaux, vous le disiez tout à l'heure. Alors, dans votre association, parfois, vous en achetez des bateaux. L'un des derniers bateaux que vous avez acheté, c'est le Guépard, Chanel numéro 5. Alors, on l'a pas acheté. Vous ne l'avez pas acheté. On vous l'a donné, pardon. Voilà. Et quelle est l'idée, en fait, en reprenant des bateaux ou soit en les achetant? Si je peux faire très rapidement, l'association a démarré en 2009 avec les fêtes de Saint-Goustan, qui sont des fêtes de joutes. Et donc, on a eu une équipe masculine, puis féminine. Et puis, comme on a beaucoup de fous à l'intérieur, on a commencé à acheter un premier bateau qu'on a restauré, 1700 heures de travail. Constitution d'une équipe autour de ça. Et puis quelques années après, on a voulu en avoir un deuxième. Et puis dernièrement, il y a 3 ans, on s'est fait une grosse folie. Là, c'est le bateau qu'on a acheté, un gros monsieur avec beaucoup de restaurations qui sont en cours.
Et comme on commence à avoir beaucoup de liens et avec les associations sur le territoire du Golfe, on nous a donné un guépard. Le guépard qui est donc un bateau très, très spécifique au Golfe du Morbihan. Et qu'est-ce que finalement vous avez envie de transmettre à travers toutes ces animations que vous faites, ces bateaux que vous rénovez Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à l'origine, c'est se faire plaisir déjà entre copains. Ouais. Maintenant, forcément, on est une association, on est à 165 adhérents. Ouais. On déplace beaucoup de monde, aussi lors des semaines du Golfe. C'est nous qui organisons sur Locmaria-Care. Écoutez, déjà l'amour du territoire en lui-même, puisqu'il est maritime, donc l'amour de la mer, faire participer les gens. On a un avantage aussi dans l'association, c'est que pour 20 €, on navigue à l'année. C'est plutôt chouette, ça. Donc c'est très peu cher. Ouais. Aujourd'hui, avoir un bateau, c'est une place de port, une assurance, etc. Ça peut être des milliers d'euros, alors que pour 20 € aujourd'hui, on peut naviguer. Voilà. C'est déjà ça aussi. Locmaria-Care donc fait partie de ces cités qui abritent un nombre conséquent de mégalithes. On va regarder une carte qui va nous permettre de témoigner plus largement de cette abondance. Peut-être Émilie Edbeau, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Quels sont déjà ces petits points bleus que l'on voit? C'est le nombre de mégalithes, c'est ça? C'est ça. Ouais. Les points bleus foncés en fait vous montrent un site mégalithique par point. D'accord. Donc un site mégalithique, ça peut être comme à Carnac par exemple, quelques milliers de menhirs. Les alignements de Carnac, en fait, sont comptés pour 3 sites, alors qu'on a sur 2 d'entre eux plus de 2000 menhirs. Et donc, on voit qu'on a des zones de concentration de mégalithes. Alors, les mégalithes, c'est quand même très, très ancien. Donc, ce sont des vestiges. On peut imaginer qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque. Et Locmaria-Care fait partie des communes qui a le plus de mégalithes sur ce territoire-là. Les 4 aires qu'on voit sont les aires du futur bien UNESCO qu'on espère être inscrit dans les années à tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur le nombre de mégalithes dans le sud Morbihan ou pas aujourd'hui? Alors dans la totalité du sud Morbihan, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, sur notre aire à nous, sur tout notre secteur qui compte 27 communes en tout, on a 552 sites. D'accord. Et combien sur Locmaria-Care? Et sur Locmaria-Care, il y en a 48. Voilà. Alors vous, votre mission, Émilie Edbeau, en partie, c'est de vérifier l'existence justement et l'état de ces sites mégalithiques. C'est quoi vos missions au quotidien? Ça ressemble à quoi une journée à côté d'Émilie Edbeau? Alors, moi je suis chargée de mission préservation et c'est vrai que mon travail pendant longtemps, ça a été de faire un état des lieux de tous ces monuments. Donc j'ai été les voir un par un pour essayer de les resituer. Donc c'est une mission qui m'avait été confiée en partenariat avec la DRAC Bretagne. Et donc je partais de leurs inventaires et j'allais voir sur le terrain en fait si les sites étaient toujours là. Et en croisant les inventaires, on en a retrouvé quelques-uns, donc on était plutôt contents. Et on a un ensemble qui est plutôt bien conservé dans le secteur. Voilà. Donc ma journée type, c'était, je passais des journées dans les bois, aller chercher des pierres, aller compter des pierres. Et après, je faisais un rapport au bureau. Okay. Voilà. Et ces fiches que vous construisiez à l'époque, quel était l'objectif in fine? L'objectif, c'était d'avoir un catalogue en fait, de fiches, d'avoir l'inventaire qui est mis à jour, tout bêtement, pour pouvoir ensuite présenter ces fiches dans le dossier UNESCO, dont on parlera un petit peu plus tard. Comme des fiches d'identité de chacun des monuments, et puis pour pouvoir commencer à suivre un petit peu leur évolution aussi, leur préservation à long terme. Parce qu'il y a des sites comme la Table des Marchands qu'on voit là et dont on parlera avec Jean-Michel, qui sont très surveillés, puisqu'en fait on a des visites tous les jours. Il y a d'autres sites qui sont beaucoup plus confidentiels, cachés dans les bois, dans des propriétés privées aussi. Donc il ne faut pas forcément y aller, mais il faut pouvoir avoir un œil dessus pour savoir dans quel état ils se trouvent et dans quel état ils vont perdurer dans le temps. Et justement, sur ces 500 sites que vous avez visités, peut-être celui qui vous a le plus marqué, vous avez été assez surprise, étonnée? Il y a des sites qui ont été déclarés disparus. Et en fait, ils sont toujours là. J'en ai 2 en tête. Un site à l'île aux Moines qui a été déclaré détruit dans les années 60. Et en fait, il est caché dans l'humus. Le sol est remonté. En fait, il y a tellement de végétation que ça a créé un sol qui est remonté par-dessus les pierres. Mais le monument est toujours là, il est dans le sol et il est bien conservé.
Et un autre site à Baden, en fait, qui est complètement caché dans une propriété privée. Enfin, un vrai trésor. Et quand ils sont cachés comme ça, on essaye de les découvrir ou pas, ou on les laisse se mouvoir dans le paysage? Ça dépend du contexte. Ouais. En général, on les laisse tranquilles quand même. On évite de trop les mettre en avant. Parce que aussi ça peut amener du public. On a beaucoup de monuments qui sont en propriété privée, donc il faut respecter aussi les lieux et éviter tout n'est pas du domaine public. Voilà, donc tout n'est pas du domaine public. Alors vous, Jean-Michel Bonvalet, vous tenez un autre rôle sur ces sites mégalithiques, un rôle tourné vers la transmission plutôt, le partage de savoir. Vous avez tout construit en 20 ans. Quand vous avez commencé, c'était sur une page blanche. Oui, alors c'est pratique aussi. Il n'y avait pas grand-chose encore à l'époque. Et c'était la demande de l'administrateur de ce temps-là de monter plus ou moins un service éducatif avec une offre fléchée vers le jeune public. J'ai très vite expliqué que ça m'emballait vraiment, il n'y a pas de problème, mais que monter des projets vers le jeune public, en fait, c'est monter des projets envers tout le monde. Parce que la pédagogie, c'est pas uniquement destiné au jeune public, on le sait bien, il faut être pédagogue avec tout le monde. Donc, comme vous le dites, une page blanche, c'était très stimulant, effectivement, et on a commencé par le binôme Locmarecker-Carnac, avec les alignements. Je fais juste une parenthèse sur Carnac, c'est-à-dire que Locmarecker, parfois, fait des complexes par rapport à Carnac, par rapport à la notoriété. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on pense souvent à Carnac. C'est la vitrine, les alignements de Carnac. Mais scientifiquement parlant, on aura peut-être l'occasion de reparler aussi de la grande fouille qui a eu lieu à la fin du siècle dernier. Le site de Locmarecker a complètement fait bouger les lignes sur l'état du savoir. Donc en s'appuyant sur ces nouveautés, sur ces découvertes-là, créer un service qui parle de ça et qui permet de partager. L'archéologie, c'est très séduisant pour le grand public, la préhistoire de façon générale, on ne se plaint pas. Mais si en plus on peut annoncer des choses un peu nouvelles, ça rend le sujet encore plus séduisant. Donc oui, il y a une vingtaine d'années, on s'est adossé à ces découvertes pour proposer une approche un peu différente de ce qui se passait jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui vous a guidé, vous, pour construire tout cela ? Alors, les réactions du grand public. Moi, j'ai une formation d'historien et j'ai été longtemps guide conférencier. Et je sais déchiffrer un peu le comportement des visiteurs, des néophytes qui sont face à quelque chose qui les dépasse. Pour le coup, là, l'expression est bien choisie, je trouve. Et il suffit de tendre un peu l'oreille et d'écouter les questions que les gens se posent entre eux. C'est pas compliqué, en fait, je devrais pas dire ça, mais c'est pas compliqué parce que leurs questions, elles sont tellement spontanées qu'on sait bien qu'en apportant quelques éléments de réponse à ces questions, on va déjà combler un peu des vides. Et progressivement, c'est les amener vers une réflexion qui est plus posée. Là, je retrouve bien avec Émilie, c'est le devenir, en fait, de ces monuments. Ce dont on parle bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques, c'est-à-dire c'est la Rolls-Royce en France de la préservation, on ne peut pas faire mieux. Ce n'est pas le cas de tous les monuments, Émilie vous en parlera certainement. Donc ceux-là, leur avenir est sûr, on ne va pas les abandonner, mais il faudra bien s'en occuper, et le jeune public d'aujourd'hui, ça va être son travail. Pour revenir sur le site de Locmarecker, est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Comment on décrit ce site ? C'est le plus bel endroit du site Morbihan, c'est pas beau comme description ça. Alors, je vous propose une petite séquence souvenir. En 2003, vous étiez déjà sur site. 2003, je ne devais pas être loin, oui, effectivement. C'est ça. On s'était invité sur l'une de vos visites avec des scolaires. Regardez. Un mot, un seul mot, nous ouvrait la porte de la table des marchands et de son trésor. Heureusement, on s'est vite aperçu que de mystérieux inconnus nous mettaient sur la piste. Pour accéder au trésor de la table des marchands, il va falloir que les enfants fassent un jeu de piste, découvrent des indices qu'on a été cachés, dissimulés dans des endroits sur le site. Ça va leur permettre de progresser sur le site, de découvrir les 3 grands monuments du site pour aboutir au final à ce trésor qui se matérialisera par des remises de lot. Première épreuve, le grand menhir brisé. Menhir est un mot breton qui signifie pierre longue. Il a été transporté puis dressé ici vers 4700 ans avant Jésus-Christ. Le menhir, c'est une pierre qui était au temps des Gaulois. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il est brisé en 4 morceaux. E-L-S-H, les lettres d'un mot savant sans doute. À chaque indice, il fallait répondre à plein de questions. Sur le tumulus, par exemple. C'est le tombeau d'une personne importante. On l'enterre, on met des offrandes pour l'emmener dans la vie après.
Enfin, on a eu le mot complet, mégalithisme. On pouvait rentrer dans la table des marchands. À l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. On s'est rendu compte que c'est une civilisation qui n'est pas du tout cloisonnée. Il y a des échanges commerciaux, il y a des produits d'importation de luxe qu'on retrouve dans les sépultures, des haches en semi-précieuses, en jadéite par exemple. Ce sont des gens sur lesquels on avait beaucoup de clichés. Découvrir le trésor, c'était vraiment un jeu d'enfant. Voilà pour ce reportage de 2003. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si, très bien. Très bien. Est-ce que c'est toujours un jeu d'enfant pour vous que de partager avec d'autres, avec des enfants cette histoire en tout cas, autour c'est des une mégalithes. technique que j'éprouve depuis un certain nombre d'années maintenant et qui fonctionne plutôt bien. Ouais. Et comme je vous le disais, cette technique-là, en fait, de médiation, c'est une des formations professionnelles d'un guide dont c'est le métier. Elle est adaptée à tous les publics. Ça marche très bien avec le jeune public, qui est le public le plus difficile, c'est clair. Mais une fois qu'on a éprouvé ces techniques de médiation avec ce public-là, après, il ne peut rien vous arriver. Peut-être pour revenir sur cette table des marchands, c'est un mégalithe très emblématique de Locmariaquer et Millette-Beau. Oui. Ouais. Oui, en effet. Et c'est un monument qui est connu à l'international. Il a une... En fait, il y a toute une histoire. Il a une stèle qui n'a aucun équivalent, une grande stèle gravée. Je ne sais pas si on a des photos de la stèle qui se trouve au fond. Et surtout, en fait, la table des marchands a donné le mot dolmen, en fait, qui désigne une table de pierre, puisque aujourd'hui, la table des marchands est restaurée. Mais avant sa restauration, en fait, elle ressemblait à une très grosse table en pierre. Et c'était un monument très, très impressionnant, puisque la pierre de plafond fait quasi 50 tonnes, je crois, quelque chose comme ça. Et en même temps, un monument très léger, parce que ça ne tient que sur 3 pieds. Donc, c'était vraiment un monument très connu pour sa forme. Et le fait que ça ait donné le mot dolmen, c'est quand même... Et vous évoquiez tout à l'heure, vous aussi, Jean-Michel Bonvalet, le menhir brisé, c'est ça ? Oui, alors qui fait partie aussi du même site, on le voyait sur les images aériennes. Ouais. Là, voilà, on le voit brisé en 4 morceaux. Et alors, ce qui est juste derrière, la file d'empierrement, c'est une des découvertes majeures de la fouille de la fin du XXe, auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est l'emplacement, en fait, d'un certain nombre de stèles disparues. Qu'on a retrouvé fragmenté en réemploi dans certains monuments. Enfin, il y a une chronologie hyper complexe. C'est comme un roman avec des chapitres. Il y a des rebondissements, il y a des découvertes. En fait, c'est un site qui est vraiment d'une grande, grande richesse. Et le troisième monument qui est sur le site, Ergra, le tumulus d'Ergra, c'est une tombe plutôt individuelle d'un personnage haut placé avec un mobilier prestigieux. Donc on a concentré sur le même site, là, quasiment un panel complet des architectures mégalithiques de la dernière séquence de la préhistoire. Et justement, qu'est-ce qu'ont donné les fouilles récentes ? Quelles ont été les découvertes ? Alors, elles ont été fort nombreuses. Déjà, la première chose, c'est qu'elles ont remis en cause ce qu'on considérait comme acquis. Et en science, de façon générale, c'est jamais bon. Hein. On s'est rendu compte donc de ces fameuses stèles disparues, dont le grand menhir serait l'unique survivant. On a redécouvert Ergra, qui était connu, mais qui était un peu laissé à l'abandon. Ça a permis cette fouille de bien caler la chronologie des monuments les uns par rapport aux autres et de voir qu'il y a tout le temps eu quelque chose sur ce site-là. Et puis il y a eu une découverte un peu en amont à Gavrinis, un autre monument très connu du golfe du Morbihan, où il y a une correspondance de gravure entre les stèles de couverture des 2 chambres, ne constituant qu'une seule pierre, la nature de la roche du Grand Menhir, avec 10 km au moins à faire, avec une pierre de 300 tonnes, de la navigation obligatoire, enfin bref, c'était une boîte de Pandore qui a été ouverte d'un coup d'un seul. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait totalement. Quoi. Et aujourd'hui, à Locmariaquer, donc on se bat justement pour inscrire tout ce patrimoine à l'UNESCO. C'est un chantier assez titanesque quand même, Émilie Hedbeau. Oui, c'est assez énorme, mais ça fait longtemps qu'on y travaille. Combien d'années ? Ça fait 10 ans pour l'association, mais en fait, l'ensemble est sur la liste indicative du patrimoine mondial, c'est-à-dire en fait la porte d'entrée, l'introduction. En fait, on déclare qu'on veut inscrire depuis 1996. Donc il y a eu des équipes avant nous en fait à travailler sur le sujet, et puis tout a été repris à partir de 2011. On a bien reposé les bases. L'association a été créée en 2012.
Et donc, nous nous battons, comme vous dites. Et justement, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui a été validé et quelle est... Alors, il y a plusieurs étapes pour un dossier UNESCO. La première étape, c'est l'inscription sur la liste indicative dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça a été modifié en 2016-2017. Au lieu de présenter simplement les alignements de Carnac et le tumulus Saint-Michel à Carnac, puisque c'était ce qui était au départ sur la liste indicative. La zone s'est élargie, c'est ce qu'on a vu sur la carte. On a élargi à 27 communes avec un argumentaire scientifique. Le périmètre, donc c'est la deuxième audition et la deuxième étape en fait, a été validée en 2021. Et là, en fait, nous allons proposer le plan de gestion. Et d'ici 1 an, nous allons déposer le dossier pour pouvoir être inscrit à l'UNESCO. Donc après, il y aura un temps d'instruction. Et si tout va bien, peut-être qu'en 2025, nous serons... On peut y croire, en 2025. On peut y croire. On croise les doigts et on y croit très fort. Tout le monde est motivé sur cette question-là. Éric Gérard... Oui, alors on est concerné par le sujet. On est concerné. Alors là, j'ai affaire à des spécialistes, forcément. Évidemment. Moi, je parle en tant qu'habitant, en tant qu'acteur, je dirais... de la commune. Mais oui, on est tous concernés, parce que d'une part, parce que ça met en valeur la commune, ça met deuxièmement en valeur un bien communal qui est donc le site. Enfin, je parle de Locmarequer. Et puis, ça nous interpelle aussi sur une vision de Locmarequer sur l'extérieur qui va être accentuée et qui va amener une vision mondiale de Locmarequer, ce qui va nous changer un petit peu la donne. Oui, ça va nous changer un peu la donne. Et vous, je pense que je vais avoir beaucoup plus de monde à table lors des fêtes sur le port. Et vous, c'est quoi votre rapport à ces mégalithes? Vous y êtes attaché aussi? Alors, pour une petite anecdote, à 15 ans, j'ai traversé les mégalithes de nuit parce qu'on pouvait. Je me suis pris un menhir dans la tête, donc je dois être un peu attaché quelque part. Parce que je ne l'avais pas vu. Oui. Mais non, autrement, oui, attaché, oui, parce qu'ils font partie du paysage. Où que vous alliez à Locmarequer, vous avez partout des mégalithes. Vous courez, vous marchez, vous en croisez un. Et cette candidature à l'UNESCO, Jean-Michel Bonvalet, ça représente quoi pour vous? Alors, pour le Centre des Monuments Nationaux, qui administre donc sur le périmètre du projet le site des mégalithes de Locmarequer et les alignements de Carnac, c'est une super motivation, en fait, parce que, comme le disait très bien Éric, le monde va nous regarder. Alors, les alignements de Carnac, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà mondialement connu, donc l'attachement plus fort sur les monuments de Locmarequer, avec forcément une volonté d'être à la hauteur, d'être bon, tout simplement, pour accueillir le public. Justement, le public, c'est quoi les questions qui vous posent le plus souvent? Alors, que ce soit les jeunes ou les adultes? En général, c'est de quand ça date, qui, comment, pour finir par le pourquoi. Il y a 4-5 questions, c'est pratique parce qu'on les connaît un peu à l'avance, donc on a des éléments de réponse pour certaines. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Le pourquoi nous laisse un petit peu sur notre faim. Oui, forcément. Hein. Mais sur les autres questions, non, le camp, la préhistoire et les Gaulois, ça me fait rigoler parce que dans le reportage que vous avez passé tout à l'heure, qui commence à dater un peu, j'avais pas dû être très clair dans mon introduction. Parce qu'il y a eu des erreurs. La période gauloise et les menhirs, ça, on le doit à un personnage très connu, légèrement en surpoids, mais qui a été un ambassadeur, clairement, pour les mégalithes, même si c'est pas la bonne période. Parce que le grand public, on voit bien, ils aiment bien les menhirs. On ne sait pas pourquoi, mais il y a une cote de popularité assez élevée entre le menhir et le grand public. Nous, notre rôle, c'est de replacer un peu les choses dans la chronologie. Puis après, c'est une erreur que 2500 ou 2000 années. C'est pas bien grave. Oui, à la marge. Voilà. Peut-être, Émilie Hedbeau, selon vous, qu'est-ce qu'ils racontent finalement, ces mégalithes, ces menhirs, de votre point de vue? Ça raconte un passé, ça raconte... Oui, il raconte une partie d'un passé, mais c'est seulement une toute petite fenêtre sur ce qui a pu exister à l'époque. Mais bon, c'est quand même déjà énorme, hein, mais ce sont les seuls vestiges d'une période où tout a disparu, puisqu'on conserve que ce qui est minéral. Donc on a un petit aperçu, ce qui laisse quand même pas mal place à l'imagination aussi, de ce qu'ils pouvaient vivre à l'époque. En tout cas, vu la densité de monuments qu'on a dans le secteur et vu l'importance des monuments, on peut imaginer qu'on avait un groupe très important dans le secteur. Il s'est passé quelque chose d'important dans le secteur par rapport à d'autres régions. Vous avez du bois, vous les menhirs, ça suscite des fantasmes, l'admiration. Ils font vraiment partie de notre vie au quotidien, en fait. C'est vraiment
vraiment ça, moi, qui m'a. C'est comme ça que j'ai voulu l'aborder quand on a discuté avec Paysages de mégalithes, de comment on pouvait faire quelque chose ensemble autour du mégalithisme de la région. Mes enfants sont allés à l'école à Carnac, à 100 mètres des premiers menhirs. Enfin, c'est un truc, ils connaissent ça depuis qu'ils sont tout gamins. Alors on n'a pas le droit, je sais, mais ils sont quand même montés dessus régulièrement parce que. Ne dites pas ça. Parce que voilà, devant Jean-Michel et Émilie. Ça fait partie. C'était eux. Voilà, mais oui, c'est juste ça. Pour moi, c'est un élément constitutif du paysage et de l'identité. De notre identité. Et je dis ça, moi n'étant pas du tout morbihanais à la base, mais il y a un attachement quand même. Ah ouais, parce que ça fait. Je me souviens quand on était, moi je suis costarmoricain, les premiers déplacements scolaires qu'on a fait quand on était en primaire, c'était pour venir. Alors c'était Carnac, je suis désolé, par rapport à l'Ocmarica, mais c'était à l'époque on est allé à Carnac. Mon premier souvenir du Sud Morbihan, c'était les mégalithes de Carnac. Voilà, donc. Et justement, pour la 10e édition d'Escale Photo, le festival du Morbihan que vous avez cofondé, vous êtes emparé du thème du mégalithisme. Qu'est-ce que vous aviez envie de proposer en association avec Paysages de mégalithes? Alors, en association avec Paysages de mégalithes, je voulais vraiment qu'on arrive à traiter de l'aspect multimillénaire, du côté vraiment de la symbolique de ces éléments qui sont là, qui sont presque naturels alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont été installés par des gens qui sont là depuis des milliers et des milliers d'années. Et donc, on s'est demandé comment on allait pouvoir transmettre cette idée-là d'universalité, je dirais, via la photographie. Et donc, alors, on a l'habitude de faire appel à plein de photographes différents. Là, effectivement, il y avait 3 visions différentes du mégalithisme. Une qui était axée vraiment sur le côté ancestral via 2 photographes qui utilisent des techniques alternatives, des techniques anciennes de photographie. Ils bossent à la chambre photographique, donc une technologie qu'on a oubliée depuis pas mal de temps et qui existe encore beaucoup. Voilà. Et donc, on s'est attaché, pour le coup, là, aux hommes et aux femmes qui font vivre l'identité du Sud Morbihan via les sites mégalithiques. D'où Jean-Michel, d'où Paysages de mégalithes avec Émilie et plein d'autres personnalités. Vous êtes presque mieux placés que moi pour en parler parce que vous les connaissez presque tous personnellement. Vous avez été portrait-isé, Jean-Michel Bonvalet. Comment vous avez vécu cette expérience? C'était extra parce que les 2 photographes qui sont venus avaient une vraie sensibilité, à la fois humaine, parce qu'ils posaient beaucoup de questions, mais je voyais bien que c'était une écoute particulière. Et puis, pendant ce temps-là, on est photographié. Au début, on ne sait pas trop s'il faut qu'on prenne la pause ou faut qu'on... Et puis, ça s'est fait tout à fait naturellement. Ça a duré longtemps. On a bien voyagé dans le temps et dans l'espace. J'ai bien senti que chez les gens qui faisaient les photos en face de moi, il y avait une vraie appétence effectivement pour le sujet. Donc du coup, ça me lance. Vous avez vu, faut pas me lâcher trop. On aime ça dans cette émission, rassurez-vous. Donc du coup, l'échange a été hyper spontané et naturel. Ils s'y sont pris de cette façon-là avec tout le monde. Et justement, on va les nommer quand même, parce que donc, ce sont Israël Arigno et Clara Gassoul, voilà, qui sont 2 photographes catalans et qui sont allés à la rencontre donc, de la population, comme cette petite fille, je disais, voilà, ça aurait pu être ma fille, qui a fait à peu près la même bêtise. Non, du tout. Et puis, donc, des archéologues, des gens qui travaillent au sein des organismes qui gèrent et qui protègent les sites mégalithiques. Là, on a. Alors, c'est Christian. Voilà. Quel est son métier? Archéologue, c'est ça. Archéologue sur le site? Il est prospecteur amateur. Prospecteur, d'accord. Et par contre, c'est le meilleur prospecteur qu'on ait depuis 30 ans sur le territoire. Qu'est-ce qu'un prospecteur? C'est-à-dire qu'il cherche. Il cherche et il trouve des menhirs, tout un tas de monuments mégalithiques. C'est lui qui a vraiment renouvelé tout le corpus du secteur. Il les sent maintenant, en fait. Il a cet instinct mégalite. Et c'est quelqu'un de passionnant. En fait, il a découvert ça sur le territoire et c'est vrai qu'il a commencé à chercher, puis plus ça allait, et plus il en a trouvé. Donc c'est la personne qui trouve des monuments actuellement. Et justement, quelles a été les coulisses
de ces séances photos? Quelle a été l'approche des deux photographes? Alors, très humaine. D'abord et avant tout, je pense que chaque sujet, chaque personne qui a été photographiée a passé du temps à discuter avec eux. Ils ont préparé le sujet très en amont. D'accord, ils ne sont pas arrivés avec leur appareil et non, on s'en va. Nous, évidemment, on a fait un travail de collecte en amont pour savoir qui potentiellement accepterait d'être photographié dans ce cadre-là. Donc après, Israël et Clara ont chacun pris leur téléphone et appelé tout le monde. Ils ont calé les rendez-vous. Ça s'est passé sur 15 jours sur place. Oui. 15 jours. Et ce qui est fascinant, par contre, c'est qu'on a l'habitude de la vitesse du numérique. Maintenant, clac, c'est fait, c'est parti, voilà le matériel utilisé, par exemple. Et eux, tous les soirs, après les séances de prise de vue, développaient leur plan film, donc c'est des négatifs grands comme ça, les développaient, les photographiaient, faisaient un pré-editing, on en discutait ensemble, et à la fin de ces 15 jours, sont allés au Carré d'Art à Chartres de Bretagne, grand merci, j'en profite, parce que sans eux, ça aurait été compliqué, pour faire ces tirages qui ont donné lieu ensuite au grand format. Donc les tirages ont été refotographiés et imprimés en très grand format. Voilà. Donc il y a eu il y a bien eu, je pense, 2 mois et demi de préparation en amont avant leur venue sur site. Et puis sur place, il a fallu changer au dernier moment. Ah ben non, le temps est pas, ça va pas, etc. Voilà. Donc ça a été moi, ce qui m'a vraiment très impressionné pour chacun des photographes, donc là on parle d'Israël Arigno et Clara Gassoul, là l'affiche en question c'est Courtney Roy qui est une photographe de mode qui a travaillé complètement différemment dans une autre optique, toujours dans les champs, mais on pourra en parler après si vous voulez, toujours sur les sites mégalithiques, et le collectif Tendance Floue qui est un collectif de Paris de photographes français qui est un des piliers de la photographie française, qui de la même manière eux se sont intéressés à l'aspect plus paysager des sites mégalithiques. Donc on avait vraiment 3 regards complètement différents. Justement, pour revenir sur le regard de la photographe canadienne, elle a complètement pris le contre-pied. Oui, alors je ne sais même pas si c'est un contre-pied. C'est quelqu'un qui est connu pour être très extravagant et avoir on va dire un regard qui est à la fois teinté de vintage, très influencé par le cinéma hollywoodien des années 50, par une certaine image de la femme tout le temps à la limite de la mode. Voilà. Et donc, nous lui avons donné chez Escale Photo une carte blanche totale et on est allé chercher, là par exemple on a une jeune femme qui habite au Ray, c'est que des gens du coin, elle n'est pas venue avec son staff de modèles et de comédiens comme elle peut le faire d'habitude, elle est venue toute seule avec son boîtier, ses flashs, et on a installé autour d'elle tout un système du système D total, et ça nous a permis surtout de se rendre compte qu'on avait une quantité de compétences inconnues. J'ai découvert qu'il y avait une maman de l'école qui était styliste à New York pendant 25 ans et qui avait une quantité de fringues phénoménale, et c'est elle qui a habillé tous les modèles comme ça, c'était complètement dingue. Donc voilà, c'était quand même chaque expérience c'était dingue. Éric Gérard, vous avez eu l'occasion, j'imagine, de vous balader à Escale Photo ou pas encore? Pas encore. Pas encore? Ça vous donne envie? Oui, bien sûr. Oui. C'est toujours intéressant parce que Escale Photo, c'est une histoire qui dure depuis déjà quelques pas mal de temps. Oui, quelques années. Il y a toujours quelque chose d'innovant. Il y a toujours un thème innovant. Bon, là, c'est les mégalithes et d'où notre présence ici. Mais depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les îles. Et puis, en plus, c'est sur tout le territoire. Donc, où que l'on aille, on rencontre Escale Photo et on est toujours intéressé à découvrir les originalités de la mise en scène. Et ce qui est fou, c'est que malgré le mystère du pourquoi, il se passe quand même toujours des choses autour de ces mégalithes. Jean-Michel Bonvalet, il nous reste 30 secondes. Ça, c'est la magie des mégalithes, effectivement. Alors après, juste pour conclure ma partie, Émilie en a parlé, le pourquoi, on a découvert une nouvelle façon de se poser la question par rapport au paysage et à l'environnement. On a pendant longtemps, les spécialistes ont eu le nez collé sur les monuments sans élargir le focus. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que ces monuments ne sont pas construits n'importe où, on s'en doutait un petit peu. Mais l'archéologie du paysage permet d'apporter peut-être des réponses qu'on n'avait pas récemment. Il y a encore tant de choses à explorer autour de ces mégalithes. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous aura donné envie de passer une tête à Locmaria-Caire, même pendant l'hiver. Parole d'habitants et de travailleurs sur ce territoire. À suivre à midi, votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et je vous dis à demain. Dance for me, dance for me, dance for me.